Bonjour Monsieur Stéphane Lapointe et bonjour à tous les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent à l'instant. Mon nom est Mohamed Naoufel Boudehan et nous avons avec nous Eve-Sophie Lachapelle et Yahya Nezlé. Nous allons présenter notre travail de recherche qui a pour sujet le revenge porn. Nous allons donc commencer avec une courte introduction. Dans l'histoire de l'humanité, la société patriarcale s'imposa comme seul mode d'organisation de la société. Cette structure sociale implique que les hommes sont garants de l'exploitation directe ou indirecte des femmes dans leur vie sociale. Encore une fois, cette division du travail et de la vie sociale légitime son existence par des justifications idéologiques en traçant les frontières des responsabilités des hommes et des femmes au sein de la société. Cette distorsion au niveau du pouvoir de décision a conduit plusieurs injustices qui ont été commises par les hommes sur les femmes. Aujourd'hui, ce mode d'organisation est encore plus imposant qu'à l'époque. L'entrée des femmes au sein du marché du travail au courant du 21e siècle a fait en sorte d'accentuer plusieurs dimensions relatives à l'exploitation des femmes par les hommes. Aussi, avec l'hypersexualisation et l'introduction de la révolution sexuelle, la femme s'est retrouvée au centre des désirs sexuels, mentaux et matériels. Ensuite, l'avènement de la révolution numérique avec la création d'Internet a accentué la vulnérabilité des femmes au sein d'une société qui est largement dominée par les hommes. Dans notre travail, nous allons aborder le sujet comme suit. Nous commencerons par la présentation du demandeur et la présentation du mandat. Ensuite, nous allons faire une présentation sur le phénomène. De plus, nous allons parler de la jurisprudence, des données statistiques et du cadre législatif qui existe à ce sujet. Puis, une présentation de notre méthodologie ainsi que des observations vous sera présentée. Ensuite, nous allons expliquer le phénomène dans le cadre de la victimologie et nous allons proposer des pistes de solutions face à ce problème. Finalement, nous allons conclure notre présentation avec quelques réflexions. La commission scolaire des premières seigneuries compte à ce jour près de 30 000 étudiants dispersés entre ses 48 établissements. Monsieur René Dion, le président de la commission scolaire, a fait appel à notre département de services conseil afin de les accompagner de leur nouveau plan d'action de divulgation des actes répréhensibles pour les différents établissements. Depuis le 1er mars 2017, les commissions scolaires doivent avoir un plan d'action pour faciliter la divulgation et prévenir les actes répréhensibles dans leurs écoles. Monsieur Dion pense qu'il y a place à améliorer dans leur programme depuis les récents événements survenus à l'école Samuel de Champlain. Souvenons-nous que 3 jeunes ont été poursuivis pour pornographie juvénile en 2019. Le partage d'images sexuelles entre élèves semble être un comportement assez répandu et ces résultats sont pris à la légère. Il nous demande donc de dresser un portrait réaliste et de suggérer des solutions possibles pour améliorer leurs plans de prévention qui ont été comblés par leur manque de connaissances. Bonjour, mon nom est Eve-Sophie. Qu'est-ce qui entoure un petit peu le revenge porn? Il faut savoir que ça s'est développé dans une société patriarcale. C'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Là, vous allez me dire, wow, la société patriarcale au Québec. Il faut savoir que l'émancipation de la femme au Québec, ça n'a pas 100 ans. La première femme recrutée à la GRC ne date que de 1974. De plus, seulement en 1983, la loi reconnaît l'agression sexuelle par un conjoint comme un acte criminel. Donc, le revenge porn s'est développé dans une société où les mentalités évoluent, mais certaines restent quand même ancrées dans la sphère sociale. Le deuxième point à connaître avant de connaître le revenge porn, c'est l'enfant du numérique. Ça, c'est des personnes ayant toujours vécu dans un environnement numérique et présumées familières des outils, des usages et nouvelles technologies. Les jeunes, sont nés avec ça, qu'on parle des enfants de 2000 et plus. Les différences générationnelles face aux nouveaux environnements numériques aussi ne peuvent être que plus présentes qu'aujourd'hui. Certaines générations sont nées avec ça et d'autres les ont vues évoluer et certaines tardent à en comprendre la complexité. Troisième point, c'est l'identité numérique. Ça, c'est l'ensemble des traces numériques qu'une personne ou une collectivité laisse sur Internet. Toutes ces informations que l'on parle de fils de navigation, de moteurs de recherche, de nos vidéos, de nos images et de nos adresses IP. Quand on se crée un profil sur une plateforme X, que ce soit sur Facebook, Netflix, Instagram, on laisse une trace immatérielle. Ça, cette notion est souvent omise par les créateurs du profil qui sous-estiment souvent l'impact que cela peut avoir dans nos vies personnelles et professionnelles. Dans notre projet, on a essayé de trouver un petit peu de jurisprudence, mais ça a été très dur parce qu'on s'attardait à une tranche d'âge très jeune. La jurisprudence souvent tenait sous clos le nom des accusés, les sentences, les victimes. Par contre, la presse canadienne a quand même relayé certaines histoires, comme par exemple les jeunes des pères maristes qui ont été accusés de l'ordre d'extorsion et d'avoir donné accès à des images sans le consentement de leurs victimes en 2018. Pour les statistiques sur la revenge porn, les cas au Canada et au Québec n'ont pas diminué au cours des 5 dernières années. Les autorités s'attendent à ce que le nombre de cas dépasse 5 000 en 2020. Selon les statistiques du Canada, nous pouvons voir une augmentation des enquêtes au Québec de 53 cas en 2015 à 359 cas en 2018.
De même, une augmentation des enquêtes au Canada de 340 cas en 2015, 1500 plus en 2018. De ces cas, 20% s'appliquent aux jeunes de moins de 18 ans. Le Centre canadien de protection de l'enfance a rendu compte de leur site web cyberaid.ca a reçu 450 rapports d'images et de vidéos intimes non consensuelles en 2016, dont 60% étaient des victimes de moins de 18 ans et 83% de ces images représentaient des filles. Dans le cadre législatif, pour les aspects criminels en 2013, le gouvernement fédéral du Canada a proposé un nouveau projet C13 pour modifier le code criminel afin d'ajouter des infractions de pornographie non censurées et plus précisément des vidéos ou des photos partagées ou publiées en ligne. Les lois précédentes devaient protéger les enfants de moins de 18 ans. Cependant, les nouvelles lois s'appliquent aux enfants et aux adultes de tout âge. Cela se trouve dans les sections 162 et 163 du Code criminel du Canada. À l'article 163.1 du Code criminel du Canada, quiconque publie, possède, transmet ou distribue reçoit une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans et une peine minimale d'emprisonnement pour 1 an. Cependant, l'image sera toujours surface sur l'Internet car les utilisateurs anonymes ont pu les télécharger pendant qu'ils étaient en ligne. Dans ces cas au Québec, d'un point de vue civil, une victime peut poursuivre la personne responsable du partage de l'image sans leur consentement et exiger des frais de réparation pour supprimer l'image en ligne en vertu du Code civil du Québec. Il explique à l'article 35 et 36 du Code civil du Canada RLRQ en 1991 que toute personne a le droit de respecter sa réputation et sa vie privée. Toute personne qui utilise son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute fin sans son consentement sera classée comme une atteinte à la vie privée. Méthodologie et observation. Au niveau de la méthodologie, nous avons utilisé le furteur web Tor pour avoir accès à des sites qui n'auraient pas été affichés dans une méthode de recherche traditionnelle. L'utilisation du moteur de recherche DuckDuckGo nous a permis d'esquiver les filtres de recherche imposés par Bing et Google. Par la suite, nous allons faire un survol des plateformes de partage afin de centrer nos recherches, le web et les forums. Avec la centralisation de la sexualité sur Internet, il demeure difficile de trouver des forums actifs sur le sujet. Cette centralisation a fait en sorte que les grands distributeurs ont absorbé ce phénomène en permettant celle-ci d'être partagée sous forme de vidéos. Par conséquent, il est difficile de recueillir des témoignages ou des histoires qui sont attachées avec ce genre de vidéos. Dans ces sites, il devient difficile de savoir si effectivement ce sont de réelles photos ou s'il s'agit de matériel pornographique destiné à un consommateur potentiel, car l'industrie de la pornographie ne fournit pas leurs données financières. Après quelques recherches, on peut conclure que l'industrie de la pornographie engrange des profits annuels qui peuvent varier entre 10 et 95 milliards de dollars par année. Ensuite, avec la présence des nouvelles législations, les consommateurs et les fournisseurs prennent de grandes précautions. Aussi, avec la montée en puissance du produit pornographique amateur et voyeurisme, amène à produire une frontière floue au niveau des pratiques ainsi qu'au niveau du consentement. Snapchat. Ceci étant dit, cela nous a poussé à voir que les nouvelles technologies sont plus discrètes et plus efficaces pour le partage de pornographie non consensuelle. En effet, Snapchat devient en quelque sorte la référence du partage de ce genre de matériel. Malgré que le matériel s'efface, les utilisateurs ont trouvé plusieurs moyens de sauvegarder leurs vidéos. Certains canaux de transmission ont été créés au Canada et à Montréal. Par exemple, l'utilisateur RealExpo ou encore Canada Black TV partagent ce genre de contenu pornographique non consensuel. Dans le cas de Canada Black TV, il s'agit d'exposer les femmes qui ont, entre guillemets, trompé leurs copains ou de femmes qui sont accusées de promiscuité sexuelle. Au niveau des utilisateurs comme RealExpo ou RealExpo MTL, il s'agit directement de partager du contenu non consensuel pornographique de femmes et d'hommes qui vivent à Montréal. Le problème qui s'expose à nous, c'est de savoir si ce genre de matériel est consensuel ou non, surtout que les victimes n'ont pas d'incitatif de protection pour dénoncer ce genre de crime. Nous avons aussi effectué une recherche sur Internet à partir des différentes informations que nous avons obtenues. Par la suite, nous avons créé un faux profil sur Snapchat et nous avons ajouté tous les utilisateurs avec le mot RealExpo. Nous avons également envoyé plusieurs messages pour savoir si l'utilisateur en question était toujours actif. À partir de là, nous avons attendu que les différents utilisateurs nous ajoutent pour avoir accès à leur partage. Nous avons aussi remarqué qu'il n'est pas nécessaire de prendre des captures d'écran de la conversation, car la cible pourrait le savoir. Sur Snapchat, un message est envoyé dans la conversation quand un utilisateur a pris une capture d'écran, et cela pourrait compromettre notre position. Malheureusement, après 4 jours d'attente, nous n'avons pas eu de nouvelles communications de la part des 8 utilisateurs.
Pour conclure, le phénomène du partage de contenu pornographique non consensuel reste quelque chose de difficile à infiltrer, et ce, pour plusieurs raisons. Dû à la restriction des législations et au niveau des lourdes peines qui y sont attribuées, la plupart des groupes opèrent dans les profondeurs du net. Pour pouvoir infiltrer ce genre de groupe, il faut plus de temps et une couverture beaucoup plus grande que la nôtre. Aussi, certains groupes vont attendre que l'on partage du contenu consensuel pour passer à la prochaine étape. Étymologie, quand on a fait nos recherches, on a vraiment pu voir que les femmes étaient au cœur de la violence numérique, que l'on parle d'extorsion, d'intimidation, de violence mentale, de violence physique. Mais la violence numérique, c'est que la suite est le reflet d'une société où les femmes, dans des relations typiquement hétérosexuelles, sont surreprésentées dans ce genre de crimes. Constat fait, il n'en demeure pas moins que les hommes et les relations de toute autre nature peuvent être touchés par la cyberviolence. Les motivations chez les intimidateurs. Ça a été très dur d'en faire un portrait vu le peu d'études sur le sujet. Mais on a quand même pu trouver quelques grandes lignes sur le sujet. Les caractéristiques de l'intimidateur, c'est souvent une instabilité émotionnelle. Lors du crime, il y a une frustration et une antipathie pour sa victime. Quant à la victime, elle, souvent, elle a une certaine naïveté due à son jeune âge. Elle est amoureuse et désinformée des risques. Elle va aussi faire très confiance en l'autre, être influençable et essayer de faire comme tous les autres, les membres de son groupe. Les caractéristiques de la relation. Que ça soit une relation de longue durée qu'une courte relation, ça peut toucher tout le monde. Que ce soit une relation à distance ou non. Il va souvent avoir une manipulation émotionnelle et le revenge porn va souvent toucher des relations qui ont une grande intimité numérique. Par rapport à la génération, pourquoi ça se développe aujourd'hui? Il y a souvent un manque de sensibilisation, un accès numérique chez les jeunes très tôt, une hypersexualisation et un plus grand accès à la pornographie. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir accès à ça qu'il y a 20 ans. Certaines pistes de solutions. Nous, on recommande, après nos recherches, de faire vraiment un nouveau cours dès le secondaire 1 avec 8 volets. Premier volet, ce serait la connaissance de la plateforme. 2, l'apprentissage de la législation. 3, l'identité numérique et ses aspects à long terme. 4, une éthique du numérique. 5, un droit à l'oubli. 6, une sensibilisation aux répercussions psychologiques et sociales. 7, une sécurité sexuelle dans un contexte numérique. Et le sextage consensuel, ses risques et ses problématiques. On recommande aussi un comité en partenariat avec les jeunes. On recommande aussi une ligne de dénonciation ou un intervenant dans l'enceinte de chacune des écoles. On mettrait aussi en œuvre un guide destiné aux parents afin de les sensibiliser aux risques de la technologie chez les enfants à l'intérieur de leur maison. Les lacunes législatives, on trouve qu'il y a un grand vide juridique entourant les arts numériques. Et il y a aussi un manque de ressources des instances policières qui fait qu'il y a un grand obstacle à la sécurité des citoyens face à ce nouveau phénomène. On croit aussi qu'il devrait se créer une charte de la citoyenneté de l'ère numérique. Les mesures déjà existantes en matière de prévention. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sites qui existent déjà, comme cyberhide.ca, qui est un site canadien de dénonciation. Il y a aussi Teljeune, que vous connaissez sans doute, qui est une ligne téléphonique de soutien spécifiquement adressée aux jeunes. Il faut savoir qu'il y a même certaines villes comme Châteauguay qui ont développé des campagnes de sensibilisation telles que Sexto, c'est de la porno, qui a réussi à faire baisser grâce à leurs 3 campagnes de 60% les plaintes face à ce genre de dossiers traités.